à pouvoir défendre leur métier. Mais pour ça, il faut qu'ils soient capables de discuter avec la société civile. Et donc, les qualités relationnelles ou de communication sont essentielles pour que les salariés du nucléaire deviennent les premiers ambassadeurs du nucléaire. Thank you very much, Alexandre. I see there's a few more. I'll hand over to Yves. I think I have actually two questions, but one is related to what Alexandre was saying. It was a question for Apple on how to engage with the youngsters, the younger population of in Finland, but also more broadly speaking in Europe, and how to make people understand, particularly young people, what nuclear relates to, and how it can bring also some solutions to address climate change. And the other question I had was actually for Alexandre. It was related to your activities you are mentioning you're doing with the associations that represent unions in Brussels. Jessica was mentioning before that Foratom came up with a study on with Deloitte on the number of jobs our industry represents at EU level. But I think it's something which is very important to highlight also, that we provide a lot of jobs, but also another aspect which is a high level skill of those jobs. And it's very a lot of jobs with a lot of added value, something which people usually ignore. Thank you. Okay, the connection to the young people. I actually follow lots of nuclear groups in Facebook, and I think the most interesting group is this Atomic Energy Agency from America. They have, well, of course, this information is not very relevant to me. They have simple configured pictures and graphical images of these numbers about nuclear power. But I don't see anything same kind in Europe, any groups posting these things. And as we saw this study earlier today by NEA, this data is available from internet, but I think lots of people are not aware of it. So we should have some kind of connection with Facebook, or I don't know, I'm not really using any Twitter or something. But from there, I think we can manage to contact the people. And also the information should be made available so that it's easier to read. As I mentioned, the books from Rowley, even for me, it took, I think, a month to read this energy book, because it was so much numbers, and you had to think many times before you got the idea behind the numbers. Okay? Well, hope that answers your question. Maybe Alexandre, second. Pour répondre à la deuxième question sur les débats au niveau des fédérations européennes de syndicats, je vais prendre l'exemple des débats qui ont eu lieu ces 6 derniers mois au sein d'Industriol Europe. Au début des débats, l'approche de cette organisation, cette fédération européenne des syndicats de l'industrie sur le nucléaire, c'était une approche philosophique, conceptuelle, drivée par les antinucléaires. Donc c'était un sujet tabou. Il ne fallait pas en parler parce que le nucléaire, c'est un sujet politiquement casse-gueule. Et on a réussi à renverser la tendance, dire mais le nucléaire, c'est avant tout de l'industrie nucléaire. Certes, elle est nucléaire, mais c'est avant tout une question industrielle. Donc comme toute industrie à la fois de pointe et une industrie, je mettrai des guillemets, qui peut être considérée comme lourde parce que ce sont des usines avec des équipements importants, il faut qu'une fédération européenne des syndicats de l'industrie défende l'industrie automobile, défende l'industrie des énergies renouvelables, notamment de la part d'IG Metall en Allemagne, mais il n'y a aucune raison de ne pas défendre l'industrie nucléaire, parce que c'est une industrie. Donc pour essayer de faire changer l'approche que beaucoup ont autour du nucléaire, les déchets, les accidents, etc., c'est-à-dire c'est aussi avant tout une question d'industrie, et comme le dit Yves, effectivement, d'industrie qui offre des emplois industriels, de haute technologie, des emplois qualifiés, que ce soit pour les ouvriers spécialisés, par exemple les soudeurs, mais aussi les ingénieurs. C'est une véritable industrie de haute technologie, et c'est ce qu'il faut mettre en avant pour attirer les jeunes et pour
dépassionner le débat sur la question du nucléaire. Thank you, Alexandre. And Johanna, you wanted to add something? Right, I would like to take over from there, because in addition to the unions, which are important, obviously, also the residents, the people in the areas where the power plants are located, will become ambassadors of the technology over time, because they work with the plant and they know the plant and they learn about the technology. This has happened in Finland also on the new build sites, even when there is no plant still, because there is a lot of public interaction which precedes the political decision making, which is good. So the municipal contribution is important, and to attract young people, I think, at least when I was young, which was a long time ago, we tended to be a little bit idealistic, and I see the same in my students this day. So that they have high ideals and they want to make the world a better place to live in, and if we can, present our case and present what we do in that light, and actually in really do something in that respect. So bring about new ideas and new ways of working, and change the image of nuclear industry, because it has a bit of a, let's say, the image of being large scale, only very large companies and very large projects and very large power plants in distant places. We could have a lot of small, cute little power plants close to people, so that things will become more, natural and normal and everyday, instead of being once in a lifetime. Instead of getting involved in a once in a lifetime decision, you could have a discussion in your municipal council that, okay, how are we going to solve our heating CO2 problem? Could nuclear contribute? And getting involved with that type of a discussion, and the industry contributing to that, will change the face of nuclear for the better. Thank you, Johanna. Yes, maybe we should be trying to position SMRs as these small, cute reactors of the future. I see we have another question here. Juste une question, parce que le sujet de la formation et d'avoir des emplois qualifiés se posait dans les mêmes termes il y a 40 ans, quand le nucléaire a été développé et pendant les années où il s'est développé. Aujourd'hui, par rapport à, je dirais, la situation de toutes les industries, est-ce qu'il y a une évolution nécessaire pour la formation, la sensibilisation qui serait spécifique au nucléaire, ou alors est-ce que ça se pose dans les mêmes termes pour toutes les industries, quelles qu'elles soient, de façon à bien faire la part entre ce qui relève du nucléaire et ce qui relève tout simplement d'évolution dans le positionnement des formations pour répondre aux besoins industriels d'aujourd'hui compte tenu de nos évolutions de société. Parce que je pose cette question et je voudrais avoir votre point de vue, parce que très fréquemment on fait du nucléaire une industrie à part, là où en définitive sur beaucoup de sujets elle reste une industrie comme les autres. Merci de votre réponse. Thank you. Maybe I could hand over to Joe to answer on this one, because I know the UK has done a lot, not just for nuclear, but for all industries on this. Yes, we have. And I totally agree with you. We still talk about nuclear as being special, etc. From an NSAN and a UK point of view, we've spent a lot of years looking at collaboratively in terms of what do we need for skills, and that goes right the way into schools as well. So employers, every single nuclear employer I've ever come across gets very involved with schools and encouraging children to get into STEM, and they've done it for years. Sadly, what we find is it's made absolutely no difference whatsoever in the number of young people who are interested in A, nuclear, or B, STEM subjects. And if you talk to any like-minded or similar related industry, they will say exactly the same. We're all fishing in a very, very small pond. So coming back to your point in terms of how do we get people involved, young people particularly, and I don't have an answer for this,
but I actually think we need to do it very differently than we've done it for the last 20 years, to my knowledge, because we're turning kids off. They're just not interested in science. You said something really interesting in it's hard. I think most kids do think it's hard, and so they're not interested. They want to be YouTubers. It doesn't sound very exciting. It doesn't, you know. So we've got lots of areas that really, across the whole of the nuclear industry, worldwide really, we need to make ourselves look a lot more interesting. We need to be able to get into the psyche of young people to say, this is a great career, we've got a great product, and to use the low carbon angle, the time is now to get on with it and start encouraging young people to be interested in understanding what nuclear is and how that can benefit society. So that's, for me, that's where we are. It's a huge job that all of us need to be involved in, and it's now. It's not, let's talk about it for another 5 years and then come up with a solution. You know, we need to be getting on with it now, because we've got a whole generation of children coming through who are not interested in science, and they're not interested in nuclear, therefore. So we're all heading for a massive skills gap at some point coming forward. So yes, I totally agree with you. We need to do something. So if anyone's got any ideas as to how we actually do the get out there and speak and communicate properly with young people so that they understand us, I'm sure there are lots of people that would love to know. I see Alexandre, maybe you have some ideas. Oui, alors je prendrai un peu l'exemple français. On a un problème de soudeur dont on a besoin pour relever l'industrie nucléaire française. Et effectivement, ça pose la question, et c'est peut-être pas spécifique à l'industrie nucléaire, c'est effectivement la vocation scientifique et technique dans des industries, alors je mets volontairement des guillemets, qui pourraient être assimilées comme de l'industrie lourde, quand bien même ces industries sont très digitales, sont très modernes, sont à la pointe de l'innovation. Et le nucléaire, c'est à la fois une industrie, entre guillemets, lourde, avec des compétences métallurgiques qui doivent être mobilisées, mais des compétences métallurgiques qui n'attirent plus les jeunes, mais aussi des compétences très pointues parce que le nucléaire se digitalise avec les réacteurs jumeaux et d'autres points. Donc effectivement, c'est des problématiques qui sont consubstantielles à toutes les industries dites lourdes. À construire une centrale nucléaire, c'est un grand chantier industriel ultra complexe qui mobilise une multitude de compétences. Et des grands chantiers industriels complexes, il n'y en a plus beaucoup. C'est des chantiers d'équipement. Donc comment on arrive à mobiliser des compétences très spécifiques quand il n'y a pas beaucoup de grands chantiers industriels d'une telle envergure en Europe? Donc effectivement, c'est des spécificités nucléaires doublées d'une perte de vocation scientifique et technique, je dirais plus industrielle chez les jeunes générations. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, une centrale nucléaire, c'est une usine. Et c'est une usine qui est loin des centres-villes. Donc comment on attire les jeunes générations qui ont des aspirations en termes de mode de vie, de qualité de vie, qui ne sont plus forcément ce que les jeunes, il y a 40 ans, pouvaient envisager comme mode de vie. Les jeunes, il y a 40 ans, ça ne leur posait pas trop de problème d'aller travailler dans une usine. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué, et donc ça pose la question du package social qui permettent d'attirer les jeunes vers des sites industriels qui sont reculés. Thank you, Alexandre. I see there is a question just from now. Je veux dire aussi, c'est un immense enjeu culturel, et pas seulement de compétences bien entendu, mais culturelles. Parce que la technologie, c'est pas quelque chose qui est séparé de la vie et de l'habitat, c'est notre vie et notre habitat qui sont en jeu derrière tout ce dont nous parlons. Or, on perd ça de vue. Prenez les principes de la Commission dans sa stratégie énergétique. Il y en avait 7, je crois. Numéro 1, efficacité énergétique, c'est-à-dire consommer moins. Où est la production? Il n'y a pas besoin de production? Bien sûr, l'efficacité, c'est très important, mais l'efficacité n'est pas un but en soi. L'efficacité... C'est les besoins qui précèdent l'efficacité. Il faut répondre à des besoins, et pas simplement être efficace. Donc, alors il ne faut plus consommer, alors. Tirons la chose jusqu'au bout. C'est gravissime quand le numéro 1 de la Commission
entretient l'idée que c'est hors sujet. Mais alors je vais être un peu plus concret dans de quoi faire. Deux exemples concrets. Les trains grande vitesse, comment parler aux jeunes? Les trains grande vitesse, tout le monde aime ça. Enfin, il faut voir, en tout cas en France, on a maillé les Allemands, les Chinois. Mais les trains grande vitesse sans le nucléaire en France, ça n'existerait pas. On ne peut pas rouler grande vitesse sans de l'énergie électrique à base de nucléaire chez nous. On ne va pas m'expliquer que c'est avec le solaire et les usines à vent, enfin les éoliennes, qu'on va pouvoir se déplacer à grande vitesse. Ça n'existe pas, donc il faut que les jeunes intègrent ce genre de choses. Alors évidemment, si les industriels ne se concertent pas, si la Société française des chemins de fer ne travaille pas en amitié, en relation avec les gens de l'industrie nucléaire pour expliquer ça, les jeunes n'entendront jamais ça. Un deuxième exemple, les écrans. C'est énormément consommateur d'énergie. Et les infrastructures, les petites mains là, qui derrière les écrans, ces énormes stockages d'énergie, des ordinateurs, de données, je veux dire. Mais ça travaille 24 heures sur 24, ça a besoin absolument d'une masse d'énergie croissante, énorme d'ailleurs. Mais on n'apprend pas ça non plus. On est dans l'immatériel, hein, on navigue dans l'immatériel, dans le cyberespace, etc. Mais ça mange de l'énergie, massivement. Et donc le nucléaire fait partie de l'équation. Si on lâche le nucléaire, on ne peut pas se gaver d'images sur les écrans et de vidéos en tout genre. Enfin, on ne peut pas parler aux jeunes sur ces questions, leur dire que, attention, il y a un problème matériel. Mais évidemment, ça touche à des questions encore beaucoup plus larges en termes de philosophie. Hein. La technique n'a pas de corps. L'humain, c'est corps et esprit. On oublie qu'on a un corps, qu'on a un habitat qui a des sols à régénérer. Enfin, tout ça touche à la philosophie également, mais je ne veux pas être trop long, c'est des sujets qui me passionnent, comme vous le devinez. Thank you. I just wanted to hand over. Claude had something to add. Oui, en complémentarité avant de revenir à la tribune, mais oui, moi je ne dirais pas que le nucléaire c'est une industrie comme les autres. Non, le nucléaire c'est pas une marchandise comme l'automobile. Non, 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 pas du tout. Le nucléaire c'est un bien public et c'est un bien public, même je dirais mondial. Et il relève de l'intérêt général, alors que la voiture, quand même, moins, on va dire ça comme ça, enfin bon. Donc moi je pense que là, bien sûr, il y a la responsabilité des salariés pour faire connaître leur métier, mais on leur dit, oh, ben, vous c'est sûr, de toute façon, vous défendez votre catégorie sociale, votre statut, tout ça. Non, il y a une responsabilité des pouvoirs publics et de la société tout entière. Et moi je pense que bien sûr, tout le monde doit travailler ensemble pour affiner les arguments, mais en même temps, ça doit venir à l'école. Dans l'école, les enfants qui appuient sur le bouton dans leur salle ne savent pas pourquoi ça s'éclaire. Donc on a quand même besoin d'expliquer. Alors moi je pense que c'est important. Et il faut redonner du sens effectivement, parce que c'est l'électricité, on l'a dit. C'est aussi la santé. Moi, écoutez, il faut montrer à tous les enfants le film sur Marie Curie, quand elle découvre que quand elle met la main là, elle voit tout à travers et elle sauve 1 million de personnes pendant la guerre 14-18. Alors on dit oui, mais elle est morte d'un cancer. Ben, oui, mais 70 ans après, donc ça vaut le coup de sauver 1 million de vies. Enfin bon, il y a quand même des choses à expliquer. Et puis je ne reviens pas évidemment sur tout l'impact que ça a dans l'ensemble de notre industrie et nos modes de vie et de consommation. Thank you, Claude. Yes, I see Alexandre, you'd like to intervene? Je voudrais, en fait, aller dans le sens des propos de M. Herzog, en faisant une focale française. Peut-être que les élites politiques ont un problème avec leur compréhension des faits scientifiques, des réalités industrielles. Et quand des décideurs politiques, mais ça vaut pour la France comme d'autres pays, considèrent que le monde de demain, c'est le monde des services, le monde du digital, et l'industrie, c'est forcément has-been, parce que c'est sale, parce que c'est lourd, effectivement, ça imprime dans la société, et donc dans les jeunes générations, et dans les structures d'éducation, que l'industrie, c'est le monde d'avant. Et que le monde de demain, il est digital, c'est le monde des services, et que l'économie de demain, c'est celle-là. Or, effectivement, le nucléaire, c'est l'électricité, c'est une infrastructure, mais ça vaut aussi pour les routes, pour les ponts, pour les chemins de fer.
nos sociétés sont construites sur les infrastructures. Et il faut que ces infrastructures soient bas carbone. Mais ces infrastructures, c'est des biens industriels, de haute technologie. Donc en fait, c'est une question de logiciel, effectivement, chez les décideurs politiques, dans les États membres au niveau de la Commission européenne, de dire l'industrie, c'est ce qui fait la base de nos économies. Et l'industrie, c'est une question scientifique. Et donc il faut restaurer les vocations scientifiques et techniques dans les jeunes générations et reparler industrie et ne pas avoir de honte à parler du mot industrie quand on est décideur politique. Sinon, on ne résoudra pas le problème, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le nucléaire, c'est à la fois un mode de production d'électricité bas carbone dans une logique d'infrastructure d'intérêt général, j'emploierais plutôt le concept de SIEG, ce qui permet peut-être de défendre une régulation spécifique du nucléaire au niveau européen, mais c'est aussi et surtout une question industrielle. Yes, Johanna, you had something that you wanted to add? Yeah, just on this comment that the politicians don't understand hard facts may well be true. But what to do about this? Perhaps us engineers and scientists, more of us engineers and scientists should go into politics. I mean, you can't, this is hard stuff that we do, and you can't educate people who don't have the background on this quickly. So the only way to influence the political decision making is to get involved with it, I think. Alexander, do you agree? Je suis à 200% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je suis syndicaliste et pourtant je suis ingénieur. Donc quelque part, l'engagement syndical, qui est une forme d'engagement citoyen et politique, il faut que les ingénieurs y aillent pour parler la langue de l'ingénieur dans les cénacles politiques. Parce qu'effectivement, je me souviendrai d'une conférence que j'ai faite avec un certain nombre d'ingénieurs de grandes écoles françaises. Je leur disais, la société civile, ce ne sont pas que les ONG antinucléaires. C'est aussi vous, ingénieurs qui travaillez dans les industries. Donc vous devez prendre part au débat public pour faire bouger les lignes dans le débat politique. Parce que si vous laissez le terrain aux ONG et avec des politiques qui ne comprennent pas la science et l'industrie, on ne s'en sortira pas. Donc prenez part au débat, et c'est ce que je fais avec ma casquette syndicale. Thank you, Alexandre. I think we're going to have to soon close this debate, but I just wanted to have some final thoughts from you, Apple, because of course you're just at the start of your nuclear journey, and I think it would be good to have an idea of what your hopes and expectations are for the future. Well, I think they are connected to the same thing as we've been speaking for the whole 2 days about the SMRs. I would like to see them in action. I'm originally from the eastern Finland, and at the moment I have no possibility of working there in nuclear business because there's no plans. But as I understand, there would be really good places for SMRs to replace some peat and coal power plants in my, well, not in my municipality, but close by. Yeah. Thank you very much, Apple. I would like to thank you all, and in particular our panelists, for what I believe has been a very interesting debate. So round of applause. Thank you.